et puis aussi permettre de rêver. Muriel a arrêté d'être actrice. Elle a quitté le métier, précisément parce que le soir de ses 20 ans, alors qu'elle tourne son premier film, elle dit pas non, elle dit pas oui. Et elle voit, je le disais, son double dans la vitre qui lui dit mais dis non. Oui, réagis, te laisse pas faire. Et elle ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est pour ça en fait que j'ai eu envie d'écrire le livre, peut-être pour un peu dans la même démarche que Loulou Robert, pour alerter en fait, j'ai 2 filles qui sont petites encore, mais pour alerter pas seulement les jeunes comédiennes qui se retrouveraient pour la première fois sur un plateau, mais les femmes qui se retrouveraient dans des stages, en entreprise, voilà, et qui auraient tellement envie de bien faire et d'être remarquées et que leur carrière voilà, démarre, les prémunir en fait de cet effet de surprise. Mais vous avez choisi, contrairement à Loulou Robert, non pas le témoignage, mais la fiction. Ce qui compte, c'est de trouver le bon endroit où s'exprimer. Quand cette journaliste m'a demandé de témoigner, j'en étais incapable parce que j'avais besoin de temps, du temps du roman, de cette réflexion, et aussi surtout ce qui m'intéressait, c'était pas tant de dénoncer, même si je comprends très bien qu'il y ait des femmes qui aient besoin de dénoncer, de nommer, mais c'était plutôt de parler des traces que ça laisse. Mais c'est pas le cas, hein. C'est aussi ce qui vous rapproche toutes les trois, il me semble, c'est que c'est pas des livres de vengeance. C'est pas des livres qui balancent. On n'est pas dans le balance ton porc. C'est ce que je dis, je balance pas mon porc. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de colère. Au contraire, c'est plutôt l'envie de faire du. Attendez, il n'y a pas de colère, exagérée. Non, j'ai de la colère, mais c'est-à-dire, c'est pas. C'est un livre de rage. Oui, j'ai de la rage. Rageurs. J'ai de la rage et j'ai de la colère en moi, mais contre la situation. Mais c'est pas un livre, je me venge pas. Je suis pas. C'est pas personnel. C'est justement, alors que c'est marrant. Il y a des colères saines aussi. Moi, je ne sens pas de colère dans le personnage de Muriel. À aucun moment, même quand vous racontez son histoire, je me trompe? Oui, non, je ne crois pas qu'il y ait de la colère, mais... Elle est passée où, cette colère qui aurait été légitime? Ce qui habite le personnage de Muriel, c'est plutôt dans les effets collatéraux qui ont suivi tout ça, c'est la solitude. Et effectivement, c'est pour ça que, bon, même si ça n'est qu'une partie, et une seule partie du livre, c'est vrai qu'il prend beaucoup de place parce que c'est effectivement ce qui va déclencher cette relation avec Bertrand, le papa du petit Ziad. Des années plus tard. Parce qu'elle a cette solitude et qu'elle a du mal à construire sa vie. C'est ce qui va déclencher aussi cette perte de l'innocence de Ziad, qui va découvrir ça. Il voit son papa qui monte tous les soirs dans l'ascenseur jusqu'au 5e étage et qui oublie de s'arrêter au 2e. Et il est obligé de monter et de sonner chez cette voisine pour dire maintenant, vous savez quoi, sa vie, c'est nous. Arrêtez de voir mon père, maintenant sa vie c'est nous. Et elle va décider que oui, cette amitié avec ce petit garçon est plus importante que tout. Et puis c'est ce qui va aussi, comment dire, impacter évidemment le personnage d'Anne, qui est le dernier personnage à parler, qui est un petit peu d'ailleurs le revers de la médaille, d'une même pièce de la médaille de Muriel. Muriel n'a pas su répondre, a été tétanisée quand elle a subi cette forme d'agression, effectivement. Et Anne, elle, va réagir avec une grande colère, au contraire. Et peut-être que ce que j'ai voulu dire à travers ces 2 personnages, c'est que c'est très difficile de savoir où placer le curseur. Et que souvent on dit, mais voilà, pourquoi on n'a pas réagi ou pourquoi on a trop réagi. Et en fait, non. La responsabilité, elle est du côté de l'agresseur. L'agressé, il fait comme il peut, en fait. Il y a un passage qui est complémentaire à tout ce qu'on a dit. C'est ce mot aussi, l'incompréhension. Vous écrivez, en ce qui concerne Muriel, donc cette jeune actrice, qu'une des raisons pour lesquelles elle ne dit rien, ni oui ni non, mais plus tard pour lesquelles elle ne raconte pas, c'est cela. Elle ne craignait qu'un seul supplice, écrivez-vous, lire l'incompréhension dans le regard de son interlocuteur. Là, c'est plus être aimé, c'est être comprise, tout simplement. Oui. Et il y a aussi une histoire passée qui fait que quand elle était plus jeune, elle n'a pas su intervenir, elle n'a pas su poser sa main sur l'épaule. C'est exactement, non mais c'est fou parce que c'est exactement ce que raconte Loulou Robert dans son témoignage. Aussi, oui. Que ce moment fait revenir un traumatisme d'antan.
Qu'est-ce qui Ou s'est cette passé? culpabilité voilà, qui fait que le personnage de Chloé se reproche de ne pas avoir posé la main sur cette épaule. Le personnage de Muriel se reproche de ne pas avoir posé la main sur l'épaule d'une petite cousine qui, devant elle, a subi une agression de la part de son propre père. Et elle n'a pas su lire, en fait. Elle n'a pas su lire ce qui se passait. Elle a douté de son regard. Bon, il y a quelque temps, je change de sujet, mais j'ai fait c'est quand même le même, un téléfilm sur l'enfance maltraitée. Et l'idée, en fait, qu'on est tout le temps en train d'effacer ce qu'on entend, les voisins qui crient, parce que c'est difficile aussi de dire ce que j'ai vu, je l'ai vu, quoi. C'est l'impensable. C'est l'impensable. Et de se dire, si, j'ai bien vu ça, j'ai raison. On parlait d'éducation tout à l'heure, et moi, s'il y a une chose que j'apprends à mes enfants, c'est ça, je leur dis. S'il y a un moment où tu te sens mal à l'aise avec quelque chose, où tu doutes, où ça te semble pas normal, c'est toi qui as raison. Tu as raison. Et si on essaye d'effacer ça et te dire mais non, pas du tout, non, tu as ressenti ça, tu l'as ressenti, tu as raison. Combattre la zone de doute qui vient naturellement quand on se dit mais non, c'est pas possible. Exactement. J'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. Effectivement, c'est plus facile de fermer les yeux. Mais c'est très long, c'est très difficile de se sentir légitime à se dire j'ai raison aussi. Je pense que c'est une éducation, ça peut mettre une vie. J'ai raison, c'est arrivé, ça a existé. Enfin, parce que j'ai raison, c'est bizarre. J'ai raison. Ça a eu lieu. Ça a eu lieu, quoi. Je suis pas folle, je suis pas fou. Enfin, parce qu'on dit, on parle beaucoup de filles aussi, des garçons à qui ça arrive, mais ouais, de se dire que ça a existé et que c'est pas moi, quoi. Voilà, quand j'étais pas, c'est pas un délire. Je pensais vous avez parlé de Annie Ernaux et je pensais à ça aussi. C'est ce qu'elle dit merveilleusement, c'est que prendre la parole pour une femme, ça demande aussi, c'est aussi une question d'éducation et de milieu social. C'est-à-dire que c'est très difficile de se sentir légitime à dire moi je, quand on n'y a pas été habitué. Selon le milieu dont on est issu, d'où on vient. Je crois que ça compte beaucoup. C'est quelque chose qui est avoir cette importance-là. Oser prendre la parole. J'ai vu, juste avant l'émission, parce que je regardais toutes ces questions-là, un sondage qui date un petit peu, alors peut-être les choses ont évolué, j'espère, mais qui disait en 2015 qu'un Français sur 4 considère qu'en matière sexuelle, les femmes ne savent pas très bien ce qu'elles veulent. Et un Français sur 5 considère que quand une femme dit non, ça veut peut-être dire oui. Mais vous savez que dans les années 90, parce que c'était dans mon premier roman, non, c'est à la fin des années 90, il y avait une pub pour Rocher Suchard qui disait « Quand vous dites non, on entend oui ». C'est ce qui est quand même incroyable. Quand vous dites non, on entend oui. Qu'est-ce que ça veut dire du côté des Indiens? Du côté des Indiens, c'est du côté de ceux qui n'ont pas écrit l'histoire, du côté de ceux qui n'ont pas eu la parole. Du côté de ceux qui ne se sont pas valorisés eux-mêmes, des héros en fait, c'est-à-dire des cow-boys, et du côté de peut-être de cette vulnérabilité et de cette, ils n'avaient pas les bonnes armes. Dans le roman, vous dites c'est du côté de ceux qui perdent à la fin. Est-ce qu'ils perdent vraiment? Est-ce qu'ils perdent toujours? Pour moi, ils perdent pas en fait. Eh oui. Ils perdent pas, et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, si on veut rester fixé, j'ai pas écrit un livre sur les Indiens et les cow-boys, mais si on veut rester fixé sur ces histoires d'Indiens, aujourd'hui on le voit bien d'un point de vue écologique, on se dit à quel point ils avaient raison dans leur rapport au monde et dans leur respect de la nature. Il faut qu'on se reconnecte à ça, il faut qu'on ait un côté un peu indien, oui. C'est pas un livre sur les cow-boys et les Indiens, c'est un livre sur les mensonges et les secrets des adultes vus par les enfants. Un petit garçon de 10 ans, scène incroyable au tout début du livre où effectivement le petit Ziad, 10 ans, tout content de voir son père arriver, rentrer dans le hall de l'immeuble, le voit s'engouffrer dans l'ascenseur, sauf que l'ascenseur, au lieu de s'arrêter au 2e étage, monte. Et puis le père sort de l'ascenseur. Il entend des rires. Chez une autre. Il entend des rires cachés, des rires étranges. Et elle vient d'où cette scène, Isabelle? Elle vient d'une émission de radio que je n'ai pas entendue mais qu'on m'a racontée et qui parlait de la fin de l'enfance. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me touche beaucoup, la fin de l'enfance, comme plus tard d'ailleurs. On pourrait dire d'ailleurs que le roman commence comme ça, comme Les Rêveurs, comme un roman d'apprentissage, et pour aller vers qu'est-ce qu'on fait après, et toutes les embûches et toutes les déceptions ou les grosses vagues qu'on est obligé de passer aussi quand on est adulte, comment on continue.
C'est un roman qui est un éloge de l'imagination. Oui. Vous citez une phrase de Romain Gary, que j'aime beaucoup, la phrase comme l'auteur. Qu'est-ce que l'amour, sinon une œuvre d'imagination? Oui. Il y en a une autre. Comment est-ce que vous la comprenez, cette phrase? Qu'est-ce que l'amour, sinon une œuvre d'imagination? Parce qu'elle peut être terrible aussi. Elle peut être terrible. Oui, moi je la trouve terrible en fait. Oui. Je trouve ça au contraire pas, enfin, triste, enfin, terrifiant. Ouais. Non, parce qu'on imagine à la fois l'autre et peut-être on le magnifie dans le beau Mais sens. ça veut dire que ça n'existe pas en fait. Non, On comprend ça, hein? Oui, bah, c'est complètement. Ça me ce qu'on rappelle comprend. une phrase de Proust qui doit être « Laissons les belles femmes aux hommes sans imagination ». C'est autre chose. Comment est-ce que vous la comprenez, vous? Plutôt au fait que on ne connaît de la personne qui nous est le plus proche qu'une partie immergée de l'iceberg, et qu'il y a tout le reste, et qu'on est obligé d'imaginer tout le reste, et que c'est bien comme ça, et que tout vouloir découvrir, c'est impossible. Donc Il ne on faut est pas obligé savoir de... qui est vraiment la femme qu'on aime, l'homme avec qui l'on vit. Je le pense, oui. Et je pense que c'est beau aussi ce jardin secret-là. Et c'est ce qui nous habite tous, d'ailleurs. Et c'est Pirandello qui dit « on n'est pas un, on est 1000 ». Et donc, voilà, on ne connaîtra qu'une partie des gens qui nous sont les plus proches. Et c'est bien comme ça. Et tout le reste, il faut l'imaginer. Je l'avais pas entendu comme ça, mais dit comme ça, c'est bien. C'est vrai. Ça va, ça vous démoralise Oui, là, moins. ça va, ça me démoralise beaucoup moins, oui. Du côté des Indiens, Isabelle Carré, c'est aux éditions Grasset. Avant d'ouvrir le livre d'Éric Laurent, je vous propose maintenant de faire un petit tour du côté des librairies, les librairies indépendantes. On ne le répétera jamais assez, elles ont besoin de votre soutien. Cette semaine, cap sur Lyon et la librairie Rive Gauche. Elle a été reprise il y a 4 ans par Noémie Véraud. Et alors, vous allez le voir, cette jeune femme, Noémie, croit ferme au pouvoir des livres. C'est Inès de la Motte Saint-Pierre qui est partie à Lyon, du côté des librairies et évidemment des bouchons. Les livres, c'est des pierres précieuses en fait, qui donnent de l'espoir, qui nous permettent de lutter, qui nous permettent d'aimer. C'est des pierres qui s'érodent jamais. Donc n'hésitez plus, entrez dans une librairie, ouvrez la porte, vous allez y trouver un supplément d'âme, de la rage, de la joie, de la vie, mais surtout de la vie. Le plus grand livre américain, Rick Bass, Toute la terre qui nous possède. C'est toute l'histoire des États-Unis, résumée grâce à 3 éléments, le sel, le soleil et le pétrole. On est enfoui dans la terre quand on lit ça. Chaque ligne lue, c'est un chef-d'œuvre. Le livre Électrochoc, j'ai tout de suite pensé à Emmanuel Bayamaktam, Si tout n'a pas péri avec mon innocence. C'est un livre ultra libertaire, sexuel et subversif. Vous vous dites à chaque ligne, mais on a le droit d'écrire ça. Elle ose tout. Le livre nécessaire qui touche à mon corps, je le tue. Ce livre-là, c'est, je pense, le plus beau livre que j'ai lu sur l'avortement à travers les corps. Il y a le corps de l'avorté, le corps de l'avorteuse et le corps du bourreau qui va guillotiner l'avorteuse. On est en 1943, donc on guillotine les faiseuses d'anges. L'avortement, c'est un sujet très complexe et elle arrive à toucher l'ambiguïté et l'ambivalence attachées à ce thème-là. Alors, mon héroïne préférée, forcément aujourd'hui, septembre 2020, Betty. Betty, elle vit dans la misère la plus totale, mais elle est sauvée par les mots, la littérature et par son père, qui va enchanter le quotidien à chaque instant. Ce livre, je vais pouvoir le donner à tout le monde, sans exception. Tout le monde va aimer Betty. Je vous confirme, hein, tout le monde va aimer Betty, c'est extraordinaire. Et c'est exactement sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui par ailleurs, c'est-à-dire ce qui se passe dans les familles, le silence, la honte et la culpabilité. Et ça, croyez-moi, c'est le grand roman américain de l'année 2020. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas aller faire un tour aux États-Unis, parce qu'avec Adrien Solange, je vous aurais rapporté un de ces reportages que vous aimez bien. Vous m'avez promis. Ouais, je vous l'ai promis, bah oui, on le donne. Elle l'a dit, hein, Noémie, on le donne à tout le monde, ce livre. Moi, je le donne à tout le monde. Je le donne à Isabelle parce que je vous l'avais promis. Merci. Je suis désolé de ne pas avoir un exemplaire pour chacun d'entre vous, mais il en faudrait. Vous pouvez l'acheter en plusieurs exemplaires parce que quand vous l'aurez terminé, croyez-moi, vous l'offrirez. Alors, on va revenir sur ce que nous disions tout à l'heure, mais avec un tout autre ton et un autre regard. Pas seulement celui d'un homme, un autre regard qui est celui du style, le vôtre, Éric Laurent, qui est un style très particulier que moi, j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois burlesque,
classique, parfois un petit peu précieux, mais en réalité extraordinairement libre et jouissif, vous publiez Une fille de rêve chez Flammarion. C'est un livre extrêmement brillant parce que vous osez quand même, à une époque où on aurait plutôt tendance à ne pas le dire, raconter l'histoire d'une femme qui va tout accepter, qui va accepter que son corps serve de marchandise, qui va accepter de danser nu, de poser nu, et puis même de se prostituer un petit peu, et puis de tourner dans un remake. Alors on est dans les années 80, tendance années 90 sur la chaîne Beaujolais-Champagne, éphémère, c'est vos mots. Un remake de Nana, le grand roman d'Émile Zola, qui racontait déjà au XIXe siècle comment une jeune fille de basse extraction, pauvre, allait devenir la grande courtisane que tous les riches hommes d'affaires de Paris allaient s'arracher. Il faut absolument lire les deux d'ailleurs en perspective, votre roman et le Nana de Zola, c'est saisissant. D'où est venue cette envie de raconter l'histoire de Niki Soxie, puisque c'est son nom? Ben, disons qu'après après quelques livres qui étaient plutôt autobiographiques, je voulais revenir à la fiction et je voulais... je m'étais donné une gageure, c'est d'écrire le livre le plus loin possible de moi. C'est-à-dire avec vraiment un personnage central ainsi que les autres, éloigné, mais totalement éloigné, différent, et prendre ce personnage de sa naissance à la mort. Et de le construire un peu comme un roman du 19e. C'est-à-dire, un roman du 19e, c'est quoi pour vous? Disons, ça va de Balzac, en passant par Zola, et, enfin, plutôt par Flaubert et Zola. C'est-à-dire la grande période plutôt le roman naturaliste ou réaliste. Et on parlait de Nana, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'il y a des clins d'œil en permanence dans l'ouvrage, parce que l'ombre portée de ce livre, c'est Nana. J'avais même établi un scénario qui était un décalque du scénario de Nana pour vraiment essayer de le transcrire. Alors, pour les téléspectateurs les plus jeunes et qui éventuellement auraient oublié Nana ou éventuellement ne l'auraient pas lu, précipitez-vous d'ailleurs sur le livre de Zola. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le scénario? Parce que je l'ai brossé dans les grandes lignes, mais on peut aussi le voir différemment, Éric Laurent. C'est une fille très très jeune. C'est la fille de Gervaise et Coupeau, qui sont les personnages centraux de l'Assommoir. On est dans les Rougon-Macquart. Hein. Dans les Rougon-Macquart. Elle est vraiment née dans le ruisseau et elle se prostitue et puis elle finit... enfin, je dis elle finit. Elle va mourir à 19 ans. Hein. C'est-à-dire le livre de Zola raconte en fait 3 ans de sa vie, entre 16 et 19 ans. Elle va commencer par faire du théâtre. Elle joue au théâtre des variétés, mais elle ne sait ni déclamer, ni chanter, ni rien faire. Sa seule singularité et son seul talent, c'est en quelque sorte sa beauté qui rend fou, littéralement fou, tout le monde. Et fou, c'est-à-dire les journalistes, les hommes politiques, et donc tout l'ouvrage... Les poussant au suicide ou alors à la banqueroute et à la faillite. Ah oui. Zola disait que c'était la mouche d'or, c'est celle qui sort du fumier et qui va en fait corrompre toute la société du Second Empire. Et il y a une dimension politique dans cet ouvrage qui n'est pas dans le mien. Elle n'est pas dans le vôtre, mais il y a une dimension sociale dans le vôtre. Vous racontez aussi ces années 80, qui sont les années corps, compétition, on en parlait tout à l'heure, qui sont les années également champagne, cocaïne, corps refait, retouché, et puis qui s'avachissent, et puis la chute. Et on le sait dès les premières pages du livre, la chute de Niki Soxie, puisque vous nous prévenez, hein, c'est comme Nana, elle mourra jeune. Vous racontez donc les quelques années fulgurantes de son destin. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce roman, publié, vous ne pouviez pas l'ignorer, en pleine affaire Weinstein? Ou en tout cas 2 ans après, à l'époque de Balance ton port, de MeToo. Déjà, c'est un livre il est pré-MeToo. Déjà, même, je pense que le rapport des femmes à leur propre corps, de la société au corps des femmes, n'est pas le même qu'aujourd'hui.
il y avait une forme d'acceptation généralisée qui rend en fait le destin de cette fille parfaitement logique et même assez courant à l'époque. Alors elle arrive de province, on la découvre adolescente, vous aviez raconté son enfance dans un précédent roman qui s'appelait Un beau début. Mais là, on peut lire ce livre tout à fait indépendamment. On commence au début des années 1980, pratiquement à la même époque que chez Lola Lafont et La vie de Cléo. On est dans les années 84-85. À l'époque, il y a un magazine qui s'appelle Dream Girls. Un magazine plus connu, je vous cite, pour ses poils que pour ses plumes. Et qui décide... C'est pas moi qui le dis, c'est un personnage. Ah bah attendez, me faites pas le coup de... Ah non, commencez pas, Eric. C'est pas moi, c'est mon personnage. Vous croyez que ça passe encore, ça? MeToo ou pas MeToo, ça passe très bien. D'accord. Ce magazine qui décide de mettre à la une, pour la première fois, et vous avez expliqué, c'est une révolution aussi dans les années 80, ce moment où tout à coup c'est une mineure que l'on met à la une d'un journal nu. Est-ce que ça c'est un moment charnière? Est-ce que ça c'était aussi votre envie de croquer cette époque et de dater le moment? Alors justement, ça n'était pas la première fois que ça se faisait, et je voulais montrer que c'était assez courant. J'avais prévu, je pensais pas la faire poser à 16 ans, et en fait j'ai fait des recherches. Dream Girls, c'est le magazine, la revue de charme, est inspiré de lui. Et là, je me suis aperçu avec stupéfaction que des filles qui n'étaient pas majeures posaient nues dans lui. Éric Laurent, est-ce qu'on peut dire que Niki Soxy, cette petite Nicole, qui va prendre ce pseudonyme assez vite, n'a, comme le disait Loulou Robert, pas de rapport au corps? Pour quelle raison, elle, ne pense-t-elle pas en termes ni de consentement, ni de culpabilité? En fait, très vite, j'ai décrit un personnage qui est assez distancié par rapport à son corps, et pour qui, en fait, le corps est juste un moyen de réussir. Et il y a cette dissociation au début du livre. Elle pratique un petit peu la prostitution, et en fait, je dis que, genre une année, pas plus, je dis qu'en fait, ça ne la touche pas. En plus, c'est pour... il faut que vous précisiez, parce qu'elle la pratique alors qu'on est dans un milieu où on ne la pratique pas. C'est-à-dire que vous racontez qu'elle est au départ, elle pose nue, et puis ensuite on lui demande d'intégrer une revue dans un cabaret où la patronne du cabaret dit « pas de prostitution, pas de ça chez moi les filles ». C'est pour payer en fait les opérations de chirurgie esthétique, parce qu'elle se trouve fort laide. Comme elle voudrait absolument réussir et qu'elle ne voit que sa plastique pour se faire, il se dit qu'il faut qu'elle soit la plus belle possible. D'où vient-il ce désir de réussir, ce désir de célébrité qui fait qu'on finit par ne plus savoir ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de subir parfois? Je pense que pour certaines personnes, il y a de toute façon la gloire ou la renommée est une fin en soi. Mais enfin, malgré tout, je pense qu'il y a aussi une manière de satisfaire peut-être le besoin élémentaire d'être approuvé ou accepté par les autres. Et chez ce personnage, c'est en plus le moyen d'exister. Être vu pour elle, c'est être. Et plus elle est vue, plus ce sentiment est aigu. Vous placez ça dans les années 80, parce qu'aujourd'hui, ce serait plus possible? Non, c'est parce que je voulais remonter presque aux origines de ce type de personnage. Je ne sais plus si on appelle ça encore aujourd'hui starlet Et il me semble que ces jeunes femmes, ou c'est plutôt des jeunes femmes, qui aspiraient à la célébrité sans avoir de talent artistique particulier, sont vraiment nées dans les années 80 avec le début de cette ère du divertissement généralisé qui correspond à la création de la 5, à la privation de TF1, puis de M6, et donc des chaînes de télévision. Désormais, il y a des moyens de diffusion de l'image qui sont considérables, et là, il est possible de devenir vraiment célèbre sans avoir vraiment de talent. Vous la comprenez, cette Niki qui est prête à tout, qui ne voit pas le problème, qui a un rapport à son corps tellement indifférencié que pour elle, son corps n'est qu'une marchandise et le moyen d'accéder à la célébrité?
Est-ce que je la comprends? Oui. Il m'a bien fallu la comprendre. Parce que sans quoi, le personnage, je pense, n'aurait pas été crédible. Et de toute façon, je n'aurais pas pu le mener jusqu'à la 250e page. Donc, je me suis appuyé, en fait... ce qui m'a servi d'été, c'est que quand j'étais aussi enfant ou adolescent, je viens d'un milieu très modeste, j'avais aussi, je pense que peut-être tous les enfants l'ont eu, je me disais, j'aimerais bien être célèbre. Ah, vous vouliez être célèbre? Oui. Pourquoi vous avez choisi d'être romancier? C'est pas franchement ce qui rend célèbre aujourd'hui? Et si vous voulez, ça, c'est très vite, cette envie d'être célèbre m'a quitté. Et d'ailleurs, bien heureusement, puisque voilà, quand on est écrivain, on est rarement... Enfin, disons qu'on n'écrit pas pour être célèbre. On n'écrit pas pour être célèbre. Non. Bon, vous me rassurez. Oui. Enfin voilà, disons que ces souvenirs d'enfance avec ces espèces de... Et vous pensiez faire quoi quand vous vouliez être célèbre? Vous aviez une idée particulière? J'étais très mégalomane. C'est-à-dire que tantôt ça pouvait être... reconnaître. C'était tantôt, je me voyais bien chanteur, et puis je faisais du sport, donc je me voyais bien sportif, et puis je me voyais bien aussi musicien, et puis voilà, c'était selon mes passions du moment. J'imaginais que je pourrais très bien m'illustrer dans ce domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, Niki Soxy ferait partie, si son destin ne l'avait pas fait chavirer beaucoup plus tôt, de celles qui signeraient une tribune pour la liberté d'importuner, ou d'être importuné plus exactement? C'est une bonne question. Je ne saurais pas vous répondre. C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Disons que le livre se termine, il y a une espèce de... Il n'y a pas une prise de conscience, mais elle commence à... Elle rencontre un auteur, enfin... plutôt un nègre, qui est plutôt un intellectuel, qui est hors du monde qu'elle fréquente, le monde de paillettes jusqu'ici. Et là, se crée entre eux se passe quelque chose, et elle-même commence à réaliser. Elle